Mes bien chers amis, Ottawa a été cette année le siège de 2 partis politiques en congrès. Celui du Parti des socialistes canadiens a duré toute une semaine, du 31 juillet au 4 août. Nous l'appelons le Parti des socialistes, le Parti socialiste du Canada. Le nom qu'ils peuvent se donner, Nouveau Parti, Parti démocratique, Nouveau Parti démocratique du Canada, tout cela c'est du camouflage. Ce sont des socialistes pur sang, les socialistes de la CCF qui ont commencé leur socialisme politique il y a déjà une trentaine d'années, qui ont réussi à prendre le pouvoir en Saskatchewan et qui ont essayé en vain de le prendre à Ottawa. Puis les socialistes du parti appelé PSD, social-démocrate, par les socialistes de la province de Québec. Puis les socialistes des syndicats ouvriers, qui n'étaient pas les moins nombreux à Ottawa, et les socialistes des universités. C'est un parti socialiste. S'ils ne prennent pas le nom, c'est parce qu'ils veulent capter la faveur de l'électorat et ils savent trop bien que parler de socialisme ouvertement au Canada, ce n'est pas bien reçu dans tous les milieux. Mais le seul fait d'avoir invité à leur congrès le chef du Parti travailliste anglais, les socialistes d'Angleterre, Gaitskell, pour parler à leur congrès, et d'avoir invité aussi le chef d'un parti socialiste de France, prouve bien de quoi ils s'alimentent, quelle est leur doctrine. Ce sont des socialistes qui veulent la socialisation des moyens de production autant que possible, c'est-à-dire autant qu'il est possible de la faire avaler par la population. Ils essaient de prendre le pouvoir afin d'avoir plus de choses en main pour tâcher d'imposer cela à la population. D'ailleurs, l'un d'eux, Winch, M. Winch, qui parle plus ouvertement des fois, et de la Colombie anglaise, il dit bien que les socialistes vont essayer de prendre le pouvoir par la voie parlementaire, mais une fois qu'ils seront là, ils s'y installeront et prendront les moyens d'y demeurer comme en Russie. Il n'a pas changé d'idée. Il y a l'aile gauche, évidemment, dans le Parti socialiste. À Ottawa, il y a eu, comme dans tous les congrès des partis politiques, la lutte pour la chefferie. Qui serait chef? Serait-ce Douglas, le premier ministre de la Saskatchewan? Serait-ce Agnew ou bien d'autres? Vous savez, dans tous les partis politiques, on trouve ces foyers d'ambition. L'ambition est cultivée là, et bien d'autres choses encore. Mais, ils se sont surtout entendus sur 2 points de leur programme. La planification et l'embauchage intégral. Disons-en un mot. La planification, c'est-à-dire faire des plans, planifier. Planifier quoi? Planifier les dépenses du gouvernement? Mais ça se fait tous les ans par le budget, cela. Non, ce n'est pas cela seulement qu'ils veulent. Ils veulent planifier l'économie canadienne. Planifier, faire des plans pour l'économie canadienne. Qu'est-ce que c'est que l'économie canadienne? C'est l'ensemble des activités productrices du Canada. Planifier l'économie canadienne, cela veut dire faire telle et telle chose, de telle et telle manière, telle et telle quantité, pas faire telle autre, telle compagnie fera telle chose, telle autre fera telle autre. Planifier comme on a planifié en temps de guerre. La planification, c'est de la dictature. C'est aussi de la centralisation. Celui qui fait des plans veut les exécuter. Alors, qui ferait les plans dans un parti socialiste à la tête du pays? Ce serait le gouvernement, évidemment. Ce serait le gouvernement qui ferait les plans, donc il voudrait les faire exécuter
par les citoyens, par les compagnies, par les diverses activités productrices du Canada. Il imposerait ses volontés. C'est de la dictature et c'est de la centralisation, encore une fois, comme ça s'est fait en temps de guerre. Il n'y a rien de bon là-dedans. Personne n'aime ça être conduit comme ça. Prenez un cultivateur. Il veut faire le plan sur sa ferme, faire telle et telle chose. C'est correct. Pourquoi? Parce qu'il a à sa disposition des animaux, des machines, des champs, et puis il a sa volonté libre. Alors il organise cela, il planifie et il exécute lui-même, ou fait exécuter par ses auxiliaires, le plan qu'il a conçu. Mais le gouvernement, lui, qu'est-ce qu'il a en main? Il n'a rien. Il n'a rien que l'argent qu'il prend aux citoyens. Il n'a rien que les bras des citoyens qu'il peut employer. Il n'y a rien que les compagnies qui existent. Alors s'il veut faire exécuter ses plans, il faut qu'il prenne ces choses-là comme ses propres instruments. Ça veut dire que les organismes de production, les individus eux-mêmes, deviendraient simplement des agents de production, des instruments entre les mains de l'État. Le pape Pie XII disait à ce sujet-là, mettant en garde contre les dangers des plans économiques réglés par l'État au nom des citoyens. L'État dit, on fait cela au nom des citoyens, on a été élu par les citoyens. Écoutez, les citoyens ne lisent pas un gouvernement pour leur monter sur le dos. Ils ne lisent pas un gouvernement pour les faire marcher comme ça, comme des animaux domestiques. Ils peuvent s'y tromper quand ils élisent, ils veulent élire des administrateurs, pas des gens pour les gérer. Des gens pour gérer les affaires publiques, pour gérer le revenu des taxes, très bien, pour savoir quelles routes vont se faire et autre chose, mais pas pour gérer tout le monde. Le pape dit, ces plans-là réduisent les libertés individuelles. Réduisent, elles les diminuent, pour la bonne raison que les individus sont obligés d'entrer dans le plan de l'État. Ils sont obligés de faire ce qu'on leur dit de faire. Elles troublent la sérénité du travail. Elles violent les droits des familles. Comme en temps de guerre, on prenait les jeunes gens pour les envoyer à l'armée, ou bien des hommes pour les envoyer dans des usines de guerre, on les envoyait d'un bout à l'autre du pays et il fallait marcher. Ça, c'est la planification. Viole les droits des familles. Elle déforme le patriotisme. On dit c'est sous prétexte d'avoir un grand Canada, un Canada prospère, un Canada qui fait de l'exportation, un Canada qui produit beaucoup, qui prend sa grosse place dans le monde. C'est toute l'abstraction. Ce qui compte, c'est la liberté et la bonne vie des citoyens. La liberté et la bonne vie des citoyens. Pour avoir la liberté et pour avoir une bonne vie, il faut que les citoyens puissent eux-mêmes commander à la production du pays ce qu'ils veulent avoir. Qu'ils puissent eux-mêmes faire les plans pour leur propre vie, les plans pour leurs activités. Être eux-mêmes les faiseurs de leurs propres plans et les exécuter eux-mêmes. Ce serait ça qui serait la liberté et la satisfaction pour les citoyens. Pas la planification d'État. Le pape ajoute, et ces plans-là détruisent les précieux héritages religieux. On peut dire, ça sort un peu du sujet, comment est-ce que la planification de l'économie peut attenter aux précieux héritages religieux. Mais la religion prêche le respect de la personne humaine. La planification de l'État ne respecte pas cela. Elle respecte seulement le rendement, la richesse, le matériel qui va être fourni par les individus. Elle ne respecte pas la personne humaine. Ensuite, on peut bien remarquer, dans la province de Québec, on le voit de près, ceux qui sont pour le socialisme, c'est en même temps ceux qui sont pour le laïcisme. Ce sont les mêmes noms qu'on voit, les mêmes réunions qui groupent les mêmes gens. Évidemment, quand ils parlent de laïcisme, ils font comme quand ils parlent de socialisme. Ils mesurent leurs termes. Quand ils vont un peu trop loin, comme ils ont fait au congrès laïque du 8 avril à Montréal, ils s'en prennent après parce qu'ils voient que ça révolte la population.
Ils font publiquement tout ce qu'ils peuvent et secrètement bien davantage. Ils ont leur but, leur plan. Et si vous mettez ensemble le socialisme et le laïcisme, eh bien vous avez le communisme. Alors on peut bien se défier de ça et le pape peut bien dire que les plans d'État vont à la destruction des précieux héritages religieux. D'abord, avec quoi est-ce que l'État ferait réaliser ses plans? Avec quoi les financerait-il? Avec quoi? Il ferait comme aujourd'hui, avec les taxes ou bien avec des emprunts. Et comme il veut faire plus de plans que les gouvernements actuels, comme il veut faire plus de choses, ça veut dire qu'il y aurait simplement une augmentation de taxes. C'est tout ce que les gens tireraient de l'avènement d'un parti socialiste au pouvoir. Avoir plus de taxes qu'auparavant. Je sais bien que les socialistes disent « Oh, on va prendre ça sur les gros. On va les taxer les gros. » On parle de l'impôt progressif. Karl Marx a lancé la formule. L'impôt progressif pour arriver au communisme. Diminuer les grands, leur enlever ce qu'ils ont, donner aux autres, niveler par le bas. Eh bien, c'est pas bien agréable de voir ça. Pas intéressant. Raser les riches, au lieu de monter les pauvres au degré des riches, comme ça pourrait se faire, si on mettait l'argent au service de la richesse, comme le demandent les créditistes. Mais ça, c'est une autre question. Passons au deuxième point dont ils parlent tant dans leur programme. L'embauchage intégral. Or, quand ils ont parlé d'embauchage intégral à Ottawa, tous les congressistes se sont mis à applaudir dans la salle. L'embauchage intégral. On a tellement souffert du chômage, il faut l'embauchage intégral. Qu'est-ce qu'il y a donc de si beau dans l'embauchage? Qu'est-ce que c'est que l'embauchage? C'est se mettre au service des autres, c'est travailler pour les autres. Si c'est si beau que cela, c'est si agréable que cela, pourquoi les ouvriers sont-ils les premiers à demander de faire des semaines plus courtes? S'ils aiment tant l'embauchage qu'ils fassent donc leurs semaines plus longues, ils seront embauchés plus longtemps. Non, il n'y a rien d'agréable dans l'embauchage. Ce qu'il y a d'agréable, c'est le salaire au bout. Même un court embauchage et un gros salaire, ça leur irait très bien. C'est le salaire qui compte, c'est de l'argent qui parle, qui veulent parler. Et au lieu de parler de revenu intégral, d'avoir de quoi vivre, un revenu suffisant pour vivre, parle d'embauchage intégral. Vous dites, mais il n'y a pas moyen autrement. Si on n'est pas embauché, on n'a pas d'argent. Je crois bien, tant que vous serez collé à ce système-là, d'associer intimement le revenu et le travail, il faudra du travail pour avoir un revenu. Il faudra de l'emploi pour avoir un revenu. Parlez donc de revenu intégral. Parlez, si vous voulez, parler de travail. Parlez d'activité libre intégrale. Ça, c'est le vrai travail. Le vrai travail, c'est le travail libre. Le travail que chacun choisit pour lui-même. Finalement, vous direz, on ne peut pas avoir des activités libres quand on n'a pas d'argent, quand on n'a pas de revenus. Non, justement, il faut sortir de cette affaire-là, de ce système-là qui lie tout argent à l'embauchage. Si l'argent est lié à l'embauchage, il faudrait bien avoir de l'embauchage pour avoir de l'argent. Mais pourquoi lier l'argent à l'embauchage? Qu'est-ce que c'est que l'argent? C'est le droit au produit. Et l'embauchage, est-ce qu'il est nécessaire pour avoir les produits? Non, puisqu'on débauche bien du monde aujourd'hui, on en renvoie bien chez eux, il n'y a plus de produits qu'avant, ils sont à vendre partout. Ça veut dire qu'il n'y a pas de liaison absolue, de liaison parallèle, si vous voulez, entre la production et l'embauchage. Mettez donc la liaison entre la production et le revenu. Faites le revenu double de deux manières, comme le demandent les créditistes. Une partie pour récompenser le travail qui est encore nécessaire, appelé ça salaire, et un autre pour tout le monde, le salaire des machines, si vous voulez, le salaire du progrès, qui s'appelle dividende, alors vous aurez quelque chose de bien. Eh bien, c'est le crédit social. Il y a une autre partie qui en a parlé il y a un mois, une autre partie qui en a parlé. Ah non, c'est pas par des partis qu'on arrive à cela. Quand on veut faire des réformes, il ne faut pas y arriver par des partis politiques, ça commence par diviser le monde et on ne peut plus s'entendre sur des réformes.
Si les réformes doivent correspondre à la volonté générale du monde, il faut que les gens puissent s'allier ensemble, se réunir ensemble, comme on essaie de le faire par l'union des électeurs. Alors ce serait pas par un parti, mais par des gens qui s'enseignent et qui s'unissent ensemble, comme le font les créditistes, les bérets blancs que vous voyez partout. On ne parle pas d'eux, non. Dans les journaux, on ne parle que ce qui touche à la politique de parti, aux élections, il n'y a rien que ça qui compte. Un parti est en congrès, on n'a pas la colonne de journaux. Et pourtant, qu'est-ce que ça donne au peuple? Rien. Et ce que font les bérets blancs, ça donne des résultats immédiats. Mais ça, c'est la perte du sens des valeurs. Eh bien, chers amis, je vous souhaite le bonsoir parce que l'heure est expirée.